connaissez la suite. Je vous remercie d'être là, nombreux, je suis ravi. C'est la deuxième fois que je fais le Salon Zen. Et j'ai eu un tel bon écho la première fois l'année dernière que voilà, me revoici avec un public foisonnant, différent, varié. Voilà, donc c'est ce qui me plaît dans ces rencontres-là. Donc nous allons parler du temps du désir et si le temps était notre plus intime création. Je commence par ces slogans connus, rabâchés, décriés, liquidés, on va dire, aujourd'hui. On dirait des slogans de pub aujourd'hui, ça a été récupéré pendant 40 ans pour vendre des chaussures et des voitures de sport et des programmes sécuritaires et du tout fulcantisme et de la déclinologie, en veux-tu, en voilà. Mais ma thèse avec mai 68, je suis né en 73, je le précise, et les 68ards me sont sympathiques mais sans plus. Donc ce n'est pas du tout une apologie du passé ni de ceux qui ont fait cet événement-là. Ma thèse, c'est qu'il s'agit d'une explosion philosophique de masse et qu'il y a une pensée philosophique qui a vu le jour, qui est très proche des relations du Salon Zen, qui est très proche de beaucoup de motivations d'entre nous, sauf qu'on oublie cette philosophie-là, une philosophie qui a influencé les plus grands philosophes de l'époque. Michel Foucault, Gilles Deleuze, tous ont été à l'école de mai 68. Ce n'est pas eux qui ont fait mai 68, mais leur pensée plutôt réactionnaire avant mai 68 est devenue une pensée nouvelle. Et il y a des implications dans la philosophie aujourd'hui américaine, puisque beaucoup de philosophes américains se revendiquent de la French Theory. Donc c'est un impact philosophique majeur qui a très peu été analysé sous l'angle philosophique, parce que ce sont des étudiants en philo de l'époque. Les étudiants en philo de l'époque, ils lisent. Ils ont envie de bouffer le monde, ils ont envie de refaire le monde. Donc c'est pas n'importe qui non plus qui produit ce genre de slogan. Il y a de la pensée derrière, une véritable pensée. Et on va commencer comme ça sur le temps. Nous sommes aujourd'hui malades du temps. Et le diagnostic est tellement facile à faire que je vais le faire en 1 minute. Ce diagnostic, on le répète à longueur de temps. Tout s'accélère, tout augmente. Nous n'arrivons plus à nous recueillir. Nous n'arrivons plus à trouver du temps pour soi. Nous avons besoin de nous recentrer. Élever des gosses, c'est presque un boulot à plein temps. Je devrais être payé pour cela. Ah mais toi, tu ne sais pas ce que c'est, mais tout s'accélère quand tu as ton enfant. Ah mais toi, tu ne sais pas ce que c'est, mais le boulot avec l'ordinateur, je l'amène à la maison et je n'ai même plus du temps chez moi pour me recueillir. Ah mais tu ne sais pas ce que c'est, mais j'ai 2 téléphones portables, ils sonnent tout le temps et je suis débordé, je suis overbooké. Désolé, j'aimerais bien déjeuner avec toi, nous sommes voisins dans la même rue, mais je ne trouve pas le temps. Excuse-moi, je n'ai pas le temps, je suis désolé. Cette fin de nos recevoirs a comme alibi le temps. Un temps malade, un temps déstructuré, un temps que nous ne possédons plus, un temps que nous ne créons plus, un temps que nous subissons. Nous sommes aujourd'hui véritablement esclaves du temps. Nous sommes aujourd'hui dans l'impossibilité même de penser une autre relation au temps que celle de la relation de l'esclave et du maître, que celle d'une subordination où le temps devient notre maître. Le temps est notre maître, nous le savons. Baudelaire nous l'a répété, les grands poètes nous ont répété, le stoïcisme nous a répété, Épicure nous a répété, toute la philosophie antique nous a répété que le temps était notre maître, qu'un jour ou l'autre, nous allons quitter cette vie vivante qui nous satisfait ou qui nous blesse, et donc que le temps nous était compté. Mais là, tout l'art de la philosophie était dans cette échappée mortelle de trouver du sens à la vie, de forger un espace à soi dans un séjour que l'on savait fini. Et chacun y allait de sa stratégie personnelle, de sa religion, de ses écoles spirituelles, pour accommoder un temps fini, une conscience pleine de notre finitude, que ça ne va pas durer. Vous connaissez le poète, si tu crois petite que ça va, si tu crois que ça va durer longtemps, tu te trompes petite, etc. Jusqu'à Ronsard, mignonne, allons voir si la rose. Toute une littérature, tout un courant de pensée qui a traversé les siècles nous a dit que le temps était notre véritable maître, et honte au roi qui se croit le maître du monde, il sera vaincu par le temps. Honte à l'arrogant et vaniteux qui croit pouvoir posséder sa vie comme on possède du bétail, il sera vaincu par le temps. Le temps a toujours été notre maître, et puis nous sommes tombés à l'ère industrielle, nous sommes tombés à l'ère du capitalisme dégénéré d'aujourd'hui qui nous plonge dans une crise monumentale, mondiale. Nous sommes fourvoyés dans l'illusion
que nous allons devenir maîtres du temps, que nous allons abolir la mort, que nous allons abolir, au sens d'oublier, notre conscience de notre finitude, à savoir ce qui nous distingue véritablement des animaux. Je sais, tout d'un coup, je prends conscience. Quand je dis tout d'un coup, réfléchissez, à quel âge ça vous est arrivé? Vous aviez 3 ans, 4 ans, vous étreignez votre mère avec des larmes aux yeux en disant « un jour tu me quitteras ». Cette évidence est tombée du ciel, vous n'avez pas forcément vu un film où il était question de la séparation d'une mère et de son enfant, vous n'avez pas spécialement été confronté à un mort, été confronté à un enterrement à 4-5 ans. Mais tout d'un coup, vous prenez conscience autour de 4-5 ans que les choses ne vont pas durer de toute éternité, que le temps est véritablement le maître. À cette solution-là, les philosophes de l'Antiquité auraient philosophé le jeune garçon, la jeune fille, en disant « bien sûr que je vais te quitter, bien sûr que le temps est fini, mais ». Et ce « mais » consolatoire est une stratégie qui vise à trouver du sens à sa vie et à créer un temps pour soi dans un temps qui est le maître, à créer un espace où la vie reste possible avec ses promesses de bonheur, ses promesses de désir, ses promesses de rencontre, ses promesses de partage, alors que ça ne va pas durer. Et puis nous sommes, peut-être par arrogance, peut-être par oubli d'une humilité nécessaire pour pouvoir avoir du souffle dans nos poumons et continuer à vivre, nous sommes tombés dans l'illusion, vendue par une société qui voulait effacer ses slogans inscrits dans la vie philosophique, inscrits dans les livres, nous sommes tombés dans l'illusion que pour vaincre ce temps despotique, que pour redevenir maître du temps, nous devons tuer le temps. Et nous avons tué le temps. Aussi bien Nietzsche nous dit que l'homme est mort, que Dieu est mort, excusez-moi. Nietzsche nous dit Dieu est mort, qu'allons-nous faire? Catastrophe. Dieu qui sécrétait toutes les valeurs morales, toutes les valeurs sociales, ne compte plus aujourd'hui. Comment allons-nous créer des valeurs? Et la solution de Nietzsche était que nous allons devenir, nous, créateurs des valeurs, créateurs de nouvelles valeurs, sans passer par la case de la transcendance et des arrière-mondes. Et puis Foucault nous a dit l'homme est mort, l'homme cesse d'être la préoccupation centrale des études sociales, l'homme est quelque chose de dépassé. J'ai envie de dire aujourd'hui, le temps est mort. Le temps est mort. Nous avons véritablement construit une illusion collective qui consiste à tuer ce temps despotique qui nous harassait, qui nous fatiguait, qui nous rendait anxieux et angoissés pendant des siècles et des siècles. Nous avons tué ce temps, sacrifié ce temps, et, suprême arrogance, nous avons cru pouvoir en devenir maîtres, grâce à l'ordinateur, grâce à la technocratie, grâce à l'idée que les structures vont venir à notre aide, à notre secours, et que tout est structure. L'être humain est une structure, et il suffit de changer un boulon à gauche, un boulon à droite, avec la crise totémique du massage ayurvédique qui permet... Et nous allons pouvoir trafiquer la machine humaine avec autant de recettes différentes pour qu'il puisse retrouver son bonheur et oublier la mort, et oublier la finitude et oublier le temps. Le résultat de tout ça, c'est le diagnostic que je fais en introduction devant vous. Le résultat de tout ça, c'est que nous sommes, comme jamais, tétanisés, harassés, oppressés par un temps non seulement encore plus despotique qu'avant, mais un temps devenu invisible, devenu fluide, un temps qui n'arrive même plus à se marquer sur le cadran d'une horloge, un temps que nous, comme le lapin blanc dans Alice au pays des merveilles, toujours pressé, regardant sa montre et empêchant la véritable rencontre avec Alice, car l'histoire du lapin blanc, vous savez bien, qui a été repris d'ailleurs dans Matrix, c'est justement l'impossibilité d'une rencontre de toi à moi parce que je suis pressé. Le lapin blanc de Lewis Carroll est presque le paradigme, la métaphore du temps actuel. Nous sommes tous des petits lapinots blancs aux yeux rouges, courant derrière des montres géantes, à essayer de dire « j'oublie la mort, c'est ça vivre, j'oublie la mort, c'est ça vivre ». Eh bien non. Aujourd'hui, je réclame la possibilité de penser la mort et de se dire que les choses vont finir. Je pense que c'est le préambule nécessaire pour redevenir, un tant soit peu, avec l'humour et l'autodérision nécessaire, maître du temps. Croire que l'on puisse être maître du temps en sachant que nous ne sommes pas maître du temps. Avoir cette autodérision de se dire « je suis le maître du temps » comme l'enfant dit « je suis le cow-boy » ou l'Indien, comme l'enfant arrive par le jeu à se prendre à son propre genre en sachant bien qu'il est en train de jouer. Nous avons perdu cette possibilité de créer des mondes de l'enfance, cette possibilité de jouer avec l'espace, de jouer avec le temps. Emmanuel Kant nous a pourtant prévenus à la fin du XVIIIe siècle.
Il nous a dit, nous croyons que la Terre est au centre et que le Soleil tourne autour, mais regardez la leçon de Copernic, de Galilée, c'est une illusion d'optique. Nous avons tout pensé par rapport à nous. Mais peut-être que c'est nous qui sommes mobiles et que le Soleil est immobile. Révolution copernicienne. Kant l'applique pour le temps. Kant dit « Nous croyons que le temps est une chose extérieure, les saisons passent, l'été, l'automne. Nous croyons que le temps est une chose extérieure, les visages vieillissent. Nous croyons que le temps est une chose extérieure, les choses passent et meurent, les choses fanent, la rose fane. C'est une illusion d'optique, nous dit Kant. Le temps n'est pas une chose extérieure, le temps est une chose intérieure. C'est notre façon de voir le monde. Dès qu'un cerveau humain pense la réalité du monde, par sa sensibilité accède à l'espace sensible, il plaque, et c'est lui qui produit cela, il plaque les catégories de l'espace et du temps. Il n'y a pas d'espace absolu. Il n'y a pas de temps absolu, tout est relatif, relatif à l'esprit humain qui ne peut pas concevoir un phénomène sans une donnée spatio-temporelle, sans dire ce phénomène a eu lieu dans ce temps-ci et dans cet espace-ci. C'est moi qui crée le temps et qui le projette sur les choses, et c'est comme ça que je peux simplement percevoir le monde. Il ne s'agit même pas de construction intellectuelle. Je perçois le monde à travers deux grilles, l'espace et le temps, qui ne sont pas dans le monde, qui sont des catégories de ma sensibilité. Révolution kantienne, sur la révolution copernicienne. Cette leçon-là, nous allons essayer d'aller plus loin. Parce que Kant parle du cerveau de l'esprit humain, il ne parle pas de tel esprit humain et de tel esprit humain. Et peut-être que tel esprit humain ou tel esprit humain plaque un temps différent, plaque des grilles de lecture différentes sur le temps. Peut-être qu'il ne s'agit pas de biologie, que biologiquement, par le fonctionnement de notre cortex, néocortex et tout ce qu'il y a dans notre caboche, nous plaquons un temps qui serait presque le même pour tous, le temps de la montre. Mais peut-être que nous avons des différences d'appréhension du temps, différentes façons de projeter cette grille et différentes grilles de temps. Alors, je pars de ces slogans intéressants parce qu'il est question du temps. Et à chaque fois d'une mécompréhension réactionnaire pour montrer que ce qui s'est passé intellectuellement là était de la fantaisie universitaire qui ne comptait pas. Vivre sans temps mort, je peux vous décrier ce slogan très facilement. Oh là là, catastrophique, vivre sans temps mort, on n'a pas le temps de se reposer, on est tout le temps en train de cavaler, on n'a pas le temps de se recentrer, on est obligé de venir au salon zen pour retrouver un semblant de quiétude et même une vraie quiétude, mais sans ça, heureusement qu'il y a mes cours de yoga, de massage, de machin, de bidule, de trucs, parce que sinon, vivre sans temps mort, c'est l'esclavage. Oui, ça c'est une compréhension qui vise à rejeter cette phrase. Ce qui est intéressant quand on a une phrase extraite de tout contexte comme des slogans, c'est d'essayer de voir l'autre possibilité d'interprétation. Un temps mort. Vivre sans temps mort, est-ce que ce ne serait pas vivre avec tout le temps du temps vivant? Un temps de vie qui prend en considération la mort. Est-ce que le temps mort, le temps de l'ennui profond, le temps où on a l'impression que la vie ne sert à rien, le temps où on a l'impression d'aucune construction possible venant de notre être et de notre sensibilité au monde. Ce temps complètement gâché, ce sentiment de gâchis, ce fiel à la bouche. Est-ce que ce temps mort-là n'est pas justement le temps où on oublie la mort? Est-ce que le temps mort n'est pas un temps où on oublie notre finitude et justement où nous cavalons dans le divertissement pascalien? Vous savez, Pascal qui dit que le divertissement est une façon de fuir la réflexion sur soi-même et, quelque part, de fuir notre misère humaine, à savoir que nous allons tous mourir. Et donc, vivre sans temps mort n'est pas cavaler comme un lapin blanc à la recherche de choses qui n'existent pas pour fuir les relations humaines. C'est au contraire refuser ce pacte politique qui consiste à dire « nous, dans nos structures et notre technocratie, nous gérons le temps pour vous », comme le slogan des pompes funèbres. « Mourez, nous nous occupons du reste ». Réel slogan des pompes funèbres, le cynisme à son état maximal. « Mourez, nous faisons le reste ». Voilà. Est-ce que vivre sans temps mort, c'est justement pas accéder à une vie pleine, à une vie dans sa quintessence, dans son intensité, et même dans les moments de recentrage, même dans les moments de zénitude, garder l'idée d'une vie intense. Franchement, si vous êtes vraiment dans une optique zen, vous savez bien que les moments de massage, les moments de réflexion, les moments de lecture, les moments de musique, les moments d'écoute, les moments d'échange et de partage
sont tout sauf des moments où il y a du temps mort. Dans une vision capitaliste, le bureaucrate dira « mais tu perds ton temps, tu n'es pas productif ». Perte de temps. Il faut tout le temps stresser les travailleurs, il faut les broyer, il faut leur donner des managers qui iront au Salon Zen trouver des bonnes méthodes de management d'ailleurs, des managers qui vont vous pressurer l'être humain comme une machine et quand ça ne marche pas, on le jette et quand ils sont vieux, on le jette et quand ils sont jeunes, on les balade de stage en stage parce que hors de question que des jeunes qui sont capables de produire ce genre de trucs-là en critiquant leurs aînés puissent avoir leur mot à dire dans une société. Donc stage, 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 misère, 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 tu n'entreras pas dans le monde mon fils. Papa est là, et t'inquiète pas que tant que je serai là, toi, tu vas ramer. Le vivre sans temps mort, le temps mort de cette vie-là, ça ne peut pas être du recentrage, ça ne peut pas être de l'intelligence humaine en acte, ça ne peut pas être un temps de créativité humaine. Le vivre sans temps mort est forcément un temps de bureau, un temps où on remplit des papiers complètement déconnectés du sens que l'on donne à sa vie. Je ne critique pas la vie de bureau. On peut faire une vie de bureau, un travail au bureau, et avoir du sens dans ce que l'on fait. Je critique l'absence de sens dans nos travaux respectifs, quels qu'ils soient. Et tous sont respectables pourvu que l'on tisse notre propre temps, pourvu que s'esquisse l'espace d'un sens où on se dit « la vie vaut quand même la peine d'être vécue ». Il y a du travail, il y a de la sueur, il y a de l'effort, il y a du se lever tôt le matin. Mais je ne fais pas ça pour des instances structurales. Je ne fais pas ça pour des choses déconnectées de ma passion vitale. Je fais ça parce que je peux me reconnaître dans le travail que je fais et avoir un sentiment de dignité. Même la caissière du supermarché peut avoir un sentiment de dignité si elle n'a pas quelqu'un qui lui hurle dans les oreilles, si elle n'a pas quelqu'un qui gère en échelle d'évaluation son quota, son rendement, ses études quantitatives et qui quantifie l'être humain et qui finalement finit par le robotiser. Vivre sans temps mort, c'est refuser de devenir robot. Le temps mort, c'est le temps de la machine. Vous branchez l'ordinateur dans un siècle pourvu qu'il y ait l'électricité, l'ordinateur marchera parce que l'ordinateur n'est pas fini. L'ordinateur continue, il n'est pas humain, il a tout le temps. Il a tout notre temps, nous sommes finis. Vivre sans temps mort, c'est vraiment nier la mort. Une promesse aujourd'hui qui n'émane même pas d'une philosophie personnelle, mais d'une structure. Finalement, notre peur de la mort, ce qui nous fait cavaler beaucoup, notre peur de la mort, on nous l'arrache par un hold-up. On nous l'arrache. N'aie pas peur de la mort, je m'occupe de tout. N'aie pas peur de la mort, oublie, plonge dans des technologies qui vont t'éloigner des autres, plonge dans des écrans qui vont te séparer à l'infini du rapport charnel à l'autre. Perds pas du temps à draguer dans la rue, va sur Internet, c'est un marché ouvert, tu auras de la drague en veux-tu, en voilà. Perds pas du temps à faire l'amour à ta femme, tu as des films porno en 10 minutes, tu peux avoir une éjaculation. Qu'est-ce que tu te cherches à rentrer dans une femme et à faire l'amour dans un corps humain sensible? À quoi ça sert? Du point de vue productif, ça ne sert à rien. Faire l'amour ne sert à rien du point de vue productif. Oui, alors, des cynismes, peut-être qu'il y en a dans les recoins ici. Nous dirons, oui, ça sert, ça fait du bien à la santé, c'est très bon pour le corps et pour le cœur. Et faire l'amour, l'éjaculation permet... Non, arrêtez, nous n'allons pas mécaniser l'acte le plus intime, il est déjà mécanisé partout et en accès gratuit sur Internet. Arrêtons. Jouir sans entrave, on pourrait décrier cette phrase. Jouir sans entrave, vous vous rendez compte? Pas d'entrave, une liberté totale, des gens qui vadrouillent dans une liberté qui finalement finit par dire quelque chose. Être trop libre, n'est-ce pas la pire des aliénations? Blabla, blabla, blabla. Jouir sans entrave. Quand tu jouis, si jamais tu jouis, pourquoi avoir de la religion qui t'écrase la gueule et qui te culpabilise? Pourquoi avoir un sentiment de culpabilité alors que tu es dans un moment de création avec l'autre? Pourquoi avoir du remords, du repentir? Pourquoi avoir des structures qui ne correspondent pas à ce que tu vis dans ta chair, à ce que tu vis dans ton intimité? Des structures de culpabilisation, car nous en sommes presque tous là. Jouir sans entrave, c'est pas la liberté qui a parlé de liberté absolue, c'est juste sans entrave. C'est pas un hymne à la liberté effrénée, c'est juste arrête quand tu jouis de penser à ton boulot. Arrête quand tu jouis de te dire « ouais, bon, encore 3 minutes ». Arrête quand tu jouis de dire « mon Dieu, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais lui dire ?» Sans entrave, c'est-à-dire jouir en déclinant le verbe jouir avec la liberté. Très beau projet philosophique, très proche de notre espace aujourd'hui commun. Et baiser, ce mot qui était un mot philosophique en 70. Deleuze, Guattari, les plus grands philosophes du XXe siècle en France. L'anti-Oedipe, ça baise, ça chie, ça pleure. Ça, c'est plus les philosophes d'aujourd'hui qui vont utiliser un gros mot comme ça, qui n'est pas du tout commode dans l'université, parce que le jargon universitaire nous empêche de dire des phrases comme ça. Le jargon universitaire nous parle de sentiments intrinsèques, de relations exogènes, et puis finalement est un hold-up de la pensée sur le peuple. Donc non, revenons à une philosophie qui descendait dans la rue et qui parlait un langage de la rue, et que les philosophes les plus grands ont utilisé
avant que toute une armée a voulu effacer et liquider l'héritage de 68 dans l'université même, qui devient aujourd'hui un mouroir de la pensée, un hymne au conformisme, avec des profs larbins et avec un système de larbinat organisé qui consiste à augmenter de postes quand on lèche, allez, on va être sage, les chaussures de celui qui est au-dessus. On a structuralisé l'université aujourd'hui. Quelle pensée nouvelle, novatrice, en phase avec la vie d'aujourd'hui, sort de l'université où la philosophie est réduite à une histoire des idées? La pensée vivante ne peut pas être réduite à l'histoire des idées. Baiser sans quoi? Au moins quelqu'un dans la salle. Non, on a bien liquidé, aujourd'hui, la démonstration est faite, l'héritage de mai 68. Baiser sans carotte. Et là on se dit, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Tout d'un coup, le dadaïsme s'invite à l'hôtel de la philosophie. Tout d'un coup, le surréalisme apparaît dans un slogan qui se foulait, slogan quasi publicitaire. Baiser sans carotte. Et là, j'ai toutes les images du monde qui me traversent la tête. La carotte, il y a un jeu de mots savoureux. C'est ironique, c'est mordant, c'est vachard. Ce que j'aime dans ces slogans-là, c'est qu'ils sont vachards. La carotte, c'est ce qui fait que l'âne avance. Baiser sans carotte, c'est baiser sans avoir des compensations financières. Baiser sans avoir... Et baiser, s'il vous plaît, mettez de la poésie dans ce mot. C'est pas baiser, c'est épouser le monde. C'est baiser avec la bouche. L'origine de ce mot qui devient un gros mot était d'abord embrasser avec la bouche. Et baiser sans carotte, c'est embrasser le monde avec votre bouche, y compris une femme sensuelle, un homme sensuel, y compris, sensuel ou pas d'ailleurs, y compris l'autre dans son authenticité. Mélangez-vous à de l'authentique humain, sans avoir une carotte pour que vous le fassiez, une promesse de santé, une promesse de bonheur, une promesse de « tu vas trouver le sens de la vie », une promesse de « t'as intérêt de le faire, sinon tu risques d'avoir peur », une promesse de « au moins tu te sens vivant, si tu baiserais pas, tu te sentirais mort ». Pas de carotte. Pas de promesse à la clé, juste parce qu'il y a un échange humain, et l'échange humain se suffit à lui-même, pas besoin du sucre. Alors après la carotte, je vous laisse imaginer ce que ça peut... voilà, nous n'allons pas tomber dans des métaphores végétales. Donc, introduction, et on se situe tout de suite dans une sphère qui m'intéresse beaucoup, car je pense que l'idée qu'il faille d'abord changer sa vie et changer son mental avant de changer la société est une réaction à ces idées-là, qui sont des idées politiques. Vivre sans temps mort, excusez-moi, c'est pas « écoute, je te conseille, à toi, rien qu'à toi, tu as le secret, vis sans temps... » Non, je dis ça sur les murs de Nanterre. Politique, pas psychologique. Nous ne sommes pas dans la psychologie. À un moment, il va falloir réintégrer la psychologie qui fait des grandes merveilles. J'adore les psychologues, j'adore lire des livres de psychologie, je les lis comme des livres de philosophie. La psychologie est une partie de la philosophie de tout temps. Tout d'un coup, ça s'est séparé, magiquement. Freud, qui est une belle philosophie, Freud, c'est une très belle philosophie, tout d'un coup, c'était au nom de la science, etc. Non, revenez au bercail, c'est de la philosophie. C'est de l'intelligence humaine, on crée des systèmes, on voit si c'est vivable, et quand c'est pas vivable, aucune pitié, aucune pitié. Au revoir, on invente autre chose. Cette bouffée d'air frais, on ne l'a plus aujourd'hui. On a soif d'air frais. On a soif de révolutionnaires, de novateurs, qui éclatent, qui ouvrent les fenêtres et qui fassent entrer de l'air frais, des idées nouvelles, des cogitations nouvelles. Et donc, la psychologie a tué l'élan politique de cette philosophie-là. Cette philosophie-là nous disait, bien sûr, tu peux te changer toi-même avant de changer le monde, mais on est encore là quand tu seras tout vieux. Alors tu seras super zen, tu feras ton truc, tu méditeras, mais les autres, ils sont dans la merde. Tu n'auras rien fait pour eux. Si ce n'est, tu dois faire comme moi, inscris-toi à ce cours, il est formidable. Non, non, politique. En 2012 qui approche, ayons une vision politique qui va régler nos problèmes. Pourquoi changer le monde ne changerait-il pas notre vie? Pourquoi la case du changement de soi, parce qu'on sent qu'on passe à côté de l'essentiel de la vie? Pourquoi cette case-là ne passerait pas par une case politique? Il se peut que parmi nous, plusieurs personnes sentent qu'ils peuvent passer à côté de l'essentiel de leur vie, ou que leurs enfants peuvent passer à côté de l'essentiel de leur vie. Pleurer. Et peut-être qu'il n'y aura pas un pleur dans la salle, mais 2 pleurs, 3 pleurs. Et peut-être que la moitié de la salle se mettra à pleurer, ou à lever le bras. C'est trop scolaire. Pleurez. Vous pleurez, vous vous rendez compte que l'autre pleure. Vous discutez. Pourquoi pleures-tu? Encore faut-il être dans la rue. Encore faut-il être dans un bouillonnement vivant où l'authenticité peut exister dans la rue, et non pas dans une ville technocratique qui vire les enfants de la ville, et où finalement la rencontre à l'autre doit passer par l'écran, donc par un support encore technocratique, pour juste se rencontrer. Pleurez dans la rue. Dites votre malaise. Pourquoi on laisse ça aux clochards et aux SDF, la capacité de pleurer dans la rue? Qui pleure dans la rue? Pourquoi on se cache? Pourquoi on paye un psychanalyste pour pleurer? Si vous avez envie de pleurer, pleurez dans la rue. Faites-en un acte politique de vos larmes. Parce qu'il se peut, c'est Miguel Unamuno qui dit ça, il se peut que vous pleurez pour des raisons qui sont semblables aux raisons de votre voisin qui lui aussi va pleurer.
Vous savez pourquoi les esclaves à Rome n'avaient pas de toge qui stipulait qu'ils étaient esclaves? Le Sénat, à un moment, veut voter une loi. Et si on marquait les esclaves? Parce que Rome n'existe qu'avec ses esclaves, comme aujourd'hui, un tout petit peu. Mais aujourd'hui, on ne les voit pas, on ne les repère pas. À Rome, on a dit, tiens, on va mettre une toge, on va mettre un habit précis qui précisera dans la rue, en un clin d'œil, qu'ils sont esclaves. Et ils ont tout de suite refusé, parce que c'était pas bête. Pourquoi? Parce que les esclaves, découvrant leur nombre dans l'agora, réalisent qu'ils sont plus puissants, réalisent qu'ils peuvent non pas pleurnicher sur leur statut d'esclave dans la psychologie de l'esclave, je suis esclave, ouais, mon gars, c'est d'être affranchi, c'est compliqué. Mais tout d'un coup, ils découvrent que leur malaise existentiel est un malaise politique, construit politiquement, endigué politiquement, qui continue politiquement. Des esclaves qui se rendent compte qu'ils peuvent tout d'un coup pleurer de leurs souffrances d'esclaves les uns avec les autres, créer des liens humains, se mélanger humainement et faire la révolution, et revenir à une dignité humaine. Nous ne pleurons pas dans la rue, parce que nous sommes dans un système où l'authenticité de celui qui est capable de pleurer dans la rue est totalement tabou, totalement interdite. C'est le clochard qui pleure dans la rue, et encore, lui-même doit retenir ses larmes. Si nous pleurons dans la rue, si nous disions sur la place publique nos malaises, nous pourrons nous rendre compte que nos malaises sont peut-être communs, et que la solution à nos malaises n'est pas individuelle, mais est politique, est de l'idée d'une transformation du monde. Peut-être que vos larmes viennent d'une certaine transformation du monde qui a eu lieu peut-être même avant votre naissance. Et le monde est plastique, c'est le rôle de la philosophie de nous rappeler toujours qu'il y a de l'espoir, de l'optimisme, des possibilités de changement. Voilà pourquoi je reviens à cette lecture politique. Et je reviens à ce sentiment de la mort. Ma théorie, je vous l'expose en 1 minute. Ma théorie est qu'on ne peut pas opposer la vie et la mort, mais que avoir une vie intense, avoir une vie où à 90 ans on se dit qu'elle vaut la peine d'être vécue, c'est avoir une conscience claire de la mort et accepter la mort. Qui n'accepte pas la mort, qui n'accepte pas la finitude, perd l'intensité de la vie. Si vous ne mettez pas de fin à votre vie, comment va-t-elle être intense? Elle se diluera comme du sirop dans un diabolomante trop arrosé, ou je dirais même un Perrier-menthe, et où le Perrier coule à flot et le sirop se dilue. Pour que la vie soit intense, pour qu'il y ait vraiment un goût de menthe dans votre boisson gazeuse à la menthe, vous devez absolument avoir l'idée d'une conscience finie. Pour que vous savouriez ce dessert, vous devez avoir une conscience qu'un jour, ce dessert ne sera plus dans votre bouche. Pour apprécier une relation humaine, si vous voulez une relation intense, vous devez méditer sur l'idée qu'un jour, cela finira de 1000 façons différentes, mais cela finira. La mort est notre plus grand allié pour éprouver la vie. Nous sommes sur un toboggan. Nous naissons en haut du toboggan et nous glissons dans le bac à sable, la mort. Si le bac à sable est la mort, plusieurs attitudes sont possibles. La première consiste à freiner des 4 fers. Je ne veux pas aller vers la mort. Et la société actuelle est une société qui nous empêche la glisse, qui nous empêche de glisser sur le toboggan. À chaque étape du toboggan, nous avons besoin d'assurance, nous avons besoin de réconfort, nous avons besoin de thérapie, nous avons besoin de pensée, de philosophie, nous passons nos crises et nous connaissons les étapes du toboggan. La vie est un grand toboggan, mais aujourd'hui, ce toboggan rip, il n'est pas huilé. On glisse en étant poussé dans le dos. Et à chaque fois qu'on doit avancer, on nous pousse un peu dans le dos. Et puis à la fin, on nous pousse un grand coup dans le dos, et le bac à sable est pour nous. Mais on ne l'a pas vu sentir, on ne l'a pas vu venir, donc on n'a pas savouré la vie. Tristesse de ceux qui ne voient pas le bac à sable. La jouissance de la glisse du toboggan, c'est la jouissance de voir un bac à sable loin et d'y aller. De se retenir un peu pour savourer la glisse. Mais à un moment, lâcher prise, accepter la mort. On ne peut lâcher prise sans s'abandonner à la mort. Tout lâcher prise est une acceptation de la vie dans sa finitude. Je mets au défi quiconque de m'expliquer un lâcher-prise qui soit une pure méditation de la vie et un oubli total de la mort. J'y vois une conscience qui s'illusionne avec tout le confort de l'illusion, mais pas du tout d'intensité de vivre, capable de changer d'un iota le monde qui nous entoure. Car la véritable question est là. En quoi votre incidence sur cette terre peut changer quelque chose chez vos semblables, chez vos enfants, dans l'aura qui se dégage de vous? Qu'est-ce que vous allez féconder? Qu'est-ce que vous allez faire aller vers l'onde de charme et non pas vers l'onde de choc, faire aller vers un déploiement de l'être, faire aller vers une sorte d'horizon qui se dessine dans les regards. Et tout d'un coup, un horizon apparaît dans les regards. Et les regards ne sont plus comme ce lapin blanc aux yeux rouges, complètement omnubilé, complètement absent. Combien de regards absents vous croisez sur votre lieu de travail? Dans Paris, Paris est la capitale du regard absent.
Ça me rappelle Wall-E, vous connaissez ce film Wall-E, où les gens parlent à des écrans toute la journée et tout d'un coup ils découvrent qu'il y a des gens à côté et quand on se touche, ça fait de l'électricité. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder la glisse du toboggan. La première est de freiner des cas de fer. Je verrai presque 12 possibilités, qui sont peut-être 12 névroses dans un autre jargon, de faire tout pour occulter la mort et donc pour se promettre une vie normale, une vie confortable, une vie où le temps n'existe pas, donc pas trop d'intensité mais pas trop de malheur, une vie médiocre au sens presque mathématique du terme, ni trop de bonheur, parce que le bonheur est politique, hein. Quand vous êtes heureux, vous remettez tout en question. Quand vous êtes heureux, c'est pas vous, vous-même face à votre miroir. Quand vous êtes heureux, vous entrez en communication avec les autres, même le voisin de palier qui tire la tronche. Salut, ça va? Que fais-tu? Que deviens-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et l'onde de charme fait son effet. Ah bon, bah voilà, et tout d'un coup, vous créez un lien humain. Quand vous êtes heureux, vous chantez quand c'est interdit de chanter. Quand vous êtes heureux, vous êtes transgressif. Le véritable bonheur n'est pas un bonheur de normalisation et d'équilibre. Le véritable bonheur n'est pas l'homme équilibré, l'homme du statu quo, l'homme prêt à tous les consensus pourvu qu'il ne se remette pas en cause politiquement. Par contre, psychologiquement, je me remets en cause tous les matins, je me remets en cause. Non, politiquement, tu te remets en cause. Ta vie, elle est insérée dans des relations humaines. C'est de la politique, c'est pas de la psychologie. Oublie papa, maman. Oublie les petites névroses de l'enfance, oublie les traumas. Vis ta vie et vois que c'est politique. Et que la solution, si la psychologie échoue, c'est peut-être que la solution est aussi politique. Et ça commence par parler aux voisins, par s'ouvrir au monde. Et donc, le toboggan, on nous promet une glisse finalement indolore, moyenne, la vie moyenne. Et ça, on nous le vend, mais on nous le vend. Regardez autour de vous les publicités, le monde dans lequel nous baignons. Regardez ce qu'on donne à manger à nos enfants au niveau des idées, au niveau du concept. On nous promet une vie indolore, sans stress, équilibrée. Tout va bien se passer. Oublie que tu vas mourir. Je tue le temps pour toi. Ton temps, tu n'as pas à le créer, je le crée pour toi. Tu l'achètes dans des surgelés, tu le décongèles quand tu as besoin. Tu veux une petite accélération de temps, hop, on t'accélère le temps. Tu vois, tu gères, comme tu peux gérer bientôt les émotions. Dans 50 ans, on appuiera sur un bouton et on sera heureux, évidemment. On sait très bien que c'est l'endorphine, on connaît la chimie du cerveau. Et donc je vous garantis, revenons au salon zen dans 50 ans, j'ai bien peur qu'il y ait le petit boîtier magique. Oh, je suis stressé, Dans 50 ans, même pas. Même pas, ça existe déjà, ça s'appelle les anxiolytiques. On est les plus grands consommateurs en Europe, en France. Ça existe déjà. Coup de stress, merde, mon père meurt, j'arrive pas à vivre, poumon écrasé, ça s'appelle être angoissé à cause d'un deuil. Ça existe, hein. De tout temps, l'homme a survécu à ça. C'est une crise existentielle très importante qui nous rappelle notre finitude. Mais dans un monde où on doit oublier la finitude, gommer la finitude, votre père meurt tout d'un coup, c'est la plus grande crise de toute votre vie. Quoi, on meurt? Quoi, le temps existe? Quoi, le temps est notre maître? J'avais cru que j'allais le vaincre. Alors là, j'ai besoin de cacher. Parce que là, le yoga a des limites, enfin je veux dire, le yoga comme on le pratique nous. Hein, non, mais les moines tibétains, ils savent très bien faire, mais c'est une vraie philosophie. Mais voilà, à un moment, il faut les cacher. Il faut les cacher. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas créer mon temps. Parce que quand mon père meurt, je crée mon temps. Tout d'un coup, on te dit, allez, vas-y, tiens, t'as la pelle, t'as le ciment, t'as les perles, t'as les diamants. Vas-y, à toi de créer ton temps. Démerde-toi. Voilà, crée ton temps. Ton temps a changé. Une crise est arrivée. Tu vas souffrir. Bon, bah, ça s'appelle être vivant. Tu veux l'intensité de la vie et tu veux pas la souffrance, bah, tu veux être normal. Tu n'auras pas d'intensité. Dans le toboggan, ce qui nous excite, c'est le thrill, le frisson. Un petit toboggan tout naze, avec un petit bac à sable tout naze. Je glisse, je suis arrivé. Où est le plaisir? Et on arrive, on a 90 ans. Donc à un moment, il faut que le toboggan soit vertigineux. Il faut qu'il y ait des bosses, il faut que ça secoue, il faut qu'on ait l'impression qu'on va mourir. Le plaisir de l'enfant sur un grand toboggan avec de l'eau en bas pour le réceptionner, vous savez, les trucs. Le plaisir des montagnes russes, c'est le sentiment de la mort qu'on éprouve. On sent notre finitude, mais alors dans notre chair comme jamais. Et qu'est-ce qu'on découvre? La vie est super intense dans ces moments-là. On sait que c'est un jeu. Il y en a qui se mettent en danger, et ça fait partie de l'adolescence, il paraît. On se met en danger parce que la vie complètement merdique qu'on nous vend, surtout n'est rien, ça va, t'as pas de problème, non surtout, tout va bien. Et cette aseptisation du danger, du risque, fait qu'on sent plus la vie. Le gamin de 17 ans, il pète les plombs. Donc il y a deux solutions, soit c'est les jeux vidéo, au moins là c'est intense, le mec il meurt, il y a du sang, ça gicle, la mort existe, elle existe là, elle est virtuelle mais elle existe. Ou l'autre chose, c'est d'être connecté à des choses qui nous promettent la mort, et ça c'est les extrêmes, c'est des pensées complètement terribles qui peuvent provoquer des cataclysmes du coup politiques, mais aussi psychotiques. Et donc, dans ces extrêmes-là, on aseptise la possibilité du risque, donc la possibilité de vivre. On nous vend une vie aseptisée sous cellophane. On décongèle, et puis la vie, comme une peau de chagrin, va fondre comme un glaçon. Pour que le toboggan soit plaisant, et la vie est un grand toboggan.
il faut que la glisse soit forte. Il faut que la glisse soit forte, c'est-à-dire, premièrement, je lâche prise. Si je freine avec mes pieds sur le toboggan, je n'avance pas. C'est très sécurisant. J'ai l'impression que je suis éternel. Mais il est très glissant, le toboggan de la vie, je vous garantis. À un moment, pouf, mon père meurt, on meurt autour de moi. À la cinquantaine, ça commence, vous savez. Il y en a qui connaissent ça à l'âge de 30 ans. Mais à 50 ans, on commence à voir nos amis qui disparaissent. Au revoir. Oh, au revoir. Et on voit des gens s'enfoncer dans la dépression. En général, ça part du divorce, 40, 50 ans. Divorce, premier coup dur. Et ensuite, tous nos amis, jusqu'à l'âge de 90 ans, disparaissent. Voilà. Et donc, quand vous parlez aux vieux, ils vous disent, ouais, la vie, elle doit être intense et n'oublie pas de vivre. Quoi. Juste, n'oublie pas de vivre. Et c'est quoi vivre? C'est quoi vivre? Moi, je suis super branché, super câblé. Moi, je suis le roi du monde. Moi, vivre, c'est te mélanger aux autres. N'oublie pas juste de te mélanger aux autres. Mais je me mélange, j'ai plein de collègues. Non, 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 te mélanger aux autres. Te mélanger aux autres. Trouve du temps et construis du temps avec l'autre. Le temps du désir. J'oppose donc le temps du désir au temps du besoin. Nous sommes esclaves d'un temps du besoin, du nécessaire, de « que voulez-vous que je fasse ?» Il n'y a pas d'autre solution. Du temps de l'efficacité, du temps de la production. C'est le besoin. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous soyez productifs. Le temps du besoin est le temps imposé, le temps qui assigne une place précise dans la société à chaque individu, un matricule décrié dans ces slogans-là. Je suis le matricule numéro 2 792 882 de l'entité anonyme, de l'anonyme société. Créer du temps, c'est créer un prénom, un nom, créer une identité politique, créer la possibilité de lâcher prise sur le toboggan, d'arrêter de jouer au petit morveux, d'accepter la glisse, d'accepter le frisson, d'accepter cette sensation de la vie forte, de la fureur de vivre, de la fièvre. Je réclame la mort de l'équilibre, la mort du statu quo, la possibilité de fièvre nouvelle, la possibilité de passion nouvelle, la possibilité de distordre le temps à notre guise en fonction des nécessités de l'instant. Je réclame la possibilité de concevoir la santé comme la capacité à être malade et à guérir, et non pas à fuir la maladie comme on freine sur le toboggan. Les maladies peuvent être des intensifications de la vie. Tout dépend de comment on les prend, la gravité de la maladie bien sûr. Mais là, on veut fuir. La santé, c'est ne pas être malade. Mais qui a dit ça? Certains médecins du XXe siècle. La vraie santé, c'est pouvoir être malade et guérir. Le bon estomac, c'est celui qui se fait exploser par une bouffe monumentale et qui arrive à digérer tout ça, et puis une fois par mois, voire une fois par an. C'est pas juste avoir une diète continue où finalement tout devient insipide et qu'on s'enferme là-dedans. Le bon rapport au sommeil, c'est pas de dormir ces 7 petites heures par nuit. Maintenant, le bon rapport au sommeil, c'est de passer des nuits blanches et de s'en remettre. De passer des nuits où on dort 15 heures, et puis des nuits où on dort 2 heures, parce qu'on est passionné, et parce que le temps est compté. Mais après les 2 heures par nuit, parce que c'est pas bon pour la santé, des courbes nous ont montré que ne pas dormir assez produit des palpitations. Ah oui, la vie produit des palpitations cardiaques. Et se laisser aller dans le toboggan, bah oui, ça produit des palpitations cardiaques. C'est pour ça que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc la santé, le bien-être, c'est la capacité d'être dans le mal-être, et de s'en remettre. Et là, il y a de l'intensité. Non seulement j'accepte la glisse, j'accepte de lâcher prise, mais en plus, en acceptant la glisse, je glisse sur le toboggan, donc je vais vers la mort. Ne croyez pas qu'en lâchant prise, vous allez monter. La vie est un grand toboggan qui subit cette gravité. C'est pour ça que la vie est grave. Le bac à sable sera là, il vous accueille. La question, c'est est-ce que vous hurlez de joie quand vous y allez, en disant « Waouh, cette vie, je suis prêt à la revivre !» sans changer une seule seconde de cette vie. C'est la morale nietzschéenne, vous connaissez l'éternel retour. Nietzsche n'est pas un neuneu, il ne dit pas « Vous savez, vous allez naître et revivre ». Non, c'est une perspective morale nouvelle qui dit « Si tu vis ta vie de façon intense, alors tu es capable de vouloir la revivre chaque seconde à l'identique. » Il est moins quart, merci. Nous allons accélérer, nous allons glisser encore plus sur le toboggan, et je vais vous parler des différentes façons de freiner et d'aller donc vers la mort. Aller vers la mort, c'est s'abandonner, et s'abandonner, c'est aller vers la vie. Vous comprenez? Vie et mort ne sont pas... Et je dirais même, je pourrais le démontrer biologiquement. Vous savez bien que chaque seconde qui passe, vos cellules meurent et vos cellules revivent. Chaque seconde qui passe, vous mourrez sur place, mais vous renaissez. N'ayez pas une vision statique de votre anatomie. Vous êtes tout le temps en mort et en vie. Voilà pourquoi le jeu, le tarot philosophique que je mets au point, qui sort le 12 octobre, s'appelle le jeu du phénix. Le jeu du phénix, c'est vraiment cette conception du temps. La vie est une succession de cycles et de régénération. Allons un peu plus loin avec
plusieurs possibilités de refuser le temps et de rapport au temps. La première possibilité, c'est de se dire « je vais fusionner avec l'autre, je vais créer un double de moi, un amour passionnel, passionnant, fusionner avec l'autre et j'oublierai le temps ». C'est une façon aussi de freiner sur le toboggan, on a l'impression d'accélérer et de se lâcher prise. Je lâche prise avec toi, nous ne formons plus qu'un. C'est -14, l'étreinte folle dans le jeu du phénix. Mais il y a une autre façon de fuir la mort, de ne pas être dans le temps du désir, mais d'être dans le temps du besoin. -15, les vivants fous. L'étreinte folle, -14, -15, les vivants fous. Je vais oublier la mort en me mettant dans une communauté et on va être nous contre eux. Nous allons créer du nous pour foutre sur la gueule des autres. Nous allons créer du club, créer de l'entre-nous, créer une communauté excluante. Je vais être tout le temps avec mes potes, tout le temps les mêmes, et oublier la mort à travers ça. Je vais glisser en groupe, alors que l'étreinte folle, c'était glisser avec l'autre, avec une personne. Deuxième possibilité, d'oublier la mort et donc de passer à côté de l'essentiel. Troisième possibilité, l'obsession. La licorne folle, -16. L'obsession, vouloir que tout soit parfait, vouloir contrôler chaque interstice de la vie, tout contrôler, les tics, les tocs, etc. Tout mettre en structure, une sorte de technocratie portative. Je deviens non seulement technocrate, je m'insère dans la technocratie, mais un technocrate dans ma vie intime. Tout doit être géré, tout doit être, etc. Autre façon de créer une fuite de la mort, donc une fuite de la vie, -17, l'arbre fou. Je vais devenir égocentrique, vampiriser mon entourage et tout ramener à ma personne. Et la vie des autres étendra la mienne. Mais j'oublierai que je suis fini, que je vais mourir, en disant que je suis l'axe du monde. Je vais devenir l'axe du monde, l'arbre fou. Autre possibilité de fuir la mort, donc de fuir la vie. Le jardin fou, -18. Je vais créer un havre de paix, une structure, une maison, je vais accueillir les autres, et c'est dans l'accueil des autres super intéressé, parce qu'en fait, il m'aide à oublier la mort, donc à oublier que je vis, dans l'accueil des autres, dans la structure que je crée, le jardin que je crée, que je vais oublier cette intensité de la vie. Un lieu, je vais devenir casanier, je vais m'enfermer dans mon chez-moi, et je vais peut-être accueillir les gens, mais oublier d'ouvrir, de s'ouvrir sur l'inconnu, le jardin fou. Autre possibilité, la perle folle, -19. Je vais m'illusionner. Peut-être que je le saurai dans un coin de ma conscience que je suis dans l'illusion. Mais je vais véritablement m'illusionner, projeter sur le premier amour tout ce que je peux, vivre une vie pleine de paillettes, mettre de la paillette comme ça sur mes rétines. Après tout, il suffit de mettre des paillettes sur ses rétines pour voir la vie en rose, en bleu, en mirifique, en pétillant, en scintillant. Je vais m'inventer je ne sais pas quelle brique de broc de spiritualité et me la mettre tellement fort avec une sorte d'endoctrinement ou d'embrigadement mental qui fait que tout d'un coup, tout va être magnifique. Je ne verrai même plus la mort. Je flotte dans une sorte de monde idéal. La perle folle, je m'enferme dans sa nacre. Je peux aussi, l'œil fou, -20, être d'une curiosité maladive, vouloir tout connaître des autres. Ainsi, j'aurai la sensation de vivre plusieurs vies. Je vais espionner les autres, les traquer, surtout mes amours, essayer de tout connaître de l'autre. L'œil fou, vouloir être dans une quête de connaissance absolue, tout connaître, tout savoir, de façon vertigineuse, contrôler, oubliant la mort, oubliant la vie. Je peux aussi, le miel fou, me vautrer dans un plaisir, un hédonisme si délectable que j'en meurs, une sorte de confort, de oisiveté, avec palmier à la clé, et sirop d'érable, et massage le matin, le midi, le soir. Chercher beaucoup d'argent, ça coûte cher s'il vous plaît, beaucoup d'argent pour être dans le confort qui va me plonger dans une oisiveté mortifère et faire que j'oublie la vie, donc j'oublie la mort. Je peux, autre possibilité, l'or fou, -22, je peux faire carrière et flinguer tout le monde autour de moi, et arriver au sommet de la pyramide, et contempler le monde du haut de mes baies vitrées, de mes façades, et me dire que je suis le roi du monde, et m'illusionner dans une sorte de carriérisme, avec les dents qui rayent tellement le parquet que ça devient des rails de chemin de fer, et foncer à la vitesse maximale vers les plus hauts sommets de la businessland, et être le roi du monde. Faire carrière à tel point que j'en oublie mes enfants, j'en oublie mes amours, j'en oublie la mort, j'en oublie la vie. Je peux, autre stratégie, la source folle, -23, me disperser. Partir avec passion sur une chose, mais comme la passion nécessite l'abandon à la mort, la glissade sur le toboggan, je vais me passionner pour autre chose.
et puis ça, je m'abandonne à la mort, même si la vie s'intensifie, donc je vais passer à autre chose. Zapper tout le temps d'une passion à l'autre, dans des velléités qui me font oublier la mort, donc oublier la vie, la source folle. Je peux, autre stratégie, moins 24, la tortue folle, être timide, être réservé, être dans ma carapace et ne pas trouver l'élan nécessaire pour aller vers l'autre, l'élan nécessaire pour oser vivre. Je n'arrive pas à transgresser la pudeur de vivre. Et enfermé dans la pudeur de vivre, ça ne se fait pas comme ça. Je n'ose pas. À force de ne pas oser vivre, on n'ose pas mourir et donc du coup on oublie la mort, donc on oublie la vie. Je peux, dernière stratégie, l'enfant fou moins 25, je peux être le plus grand chieur que la terre ait porté, un capricieux, avec des lubies différentes, et je peux pourrir mon entourage avec un infantilisme complètement dégénéré, où on me prend pour un petit bébé malade alors que j'ai 45 ans, et qu'on dit « mais tu sais, c'est un grand enfant, il faut le pardonner », et ainsi rester l'éternel enfant d'une maman imaginaire qui me permet d'oublier la mort, donc oublier la vie. 12 façons de fuir la mort, de devenir fou, d'en devenir déshumanisé, d'en devenir robotique. Le problème de ces façons-là, c'est qu'on ne les choisit pas dans un salon qui serait le salon de la névrose. On pourrait inventer le salon de la névrose. Choisissez votre névrose sur catalogue, on vous promet une belle névrose, vous allez oublier la mort, donc oublier la vie. Mais bon, que voulez-vous? C'est la question dans Matrix quand le traître mange son steak haché et qui dit, vous savez quoi? Je sais bien que ce steak est faux, que c'est juste des influx nerveux qu'une grande machine me met dans la tête. Mais putain, c'est trop bon et je suis prêt à tout pour revenir dans cette illusion-là. C'est moins 19, la perle folle. Nous sommes tous plus ou moins tentés par ces stratégies-là. Et ce sont des stratégies mortifères à plus d'un titre. Alors maintenant, nous allons ouvrir vers des possibilités de lecture pour vous. Car j'ai envie, souvent on vient me voir en disant « j'ai adoré vos vidéos, tout ça ». D'accord, mais j'écris des livres, j'ai écrit 15 livres. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de vous orienter sur d'autres auteurs que moi. Donc des auteurs qui m'ont nourri, qui ont nourri ma pensée. Bien sûr, tout ce que je dis existe dans des livres. Mais des auteurs qui ont nourri ma pensée et qui nous expliquent quoi, en gros? Qui nous expliquent que le temps du désir est un temps de construction du temps, et donc un temps de création ludique d'un rapport à la mort. Le temps du désir, c'est quoi? C'est d'abord le temps du désir, et non pas du besoin. Qu'est-ce que le désir? Le désir est ce qui me sépare de la jouissance. Je fais du basique. J'ai la jouissance, mais le chemin qui m'y mène, normalement, si je suis sur le toboggan, il est kiffant. Ce chemin qui me mène à l'objet de ma jouissance, que ce soit une belle fille dans la rue, que ce soit un beau poste, un beau travail, que ce soit une belle maison que je vais construire, etc. Ce chemin-là, il est plaisant. Le désir est agréable. Je désire, donc je suis. Je désire, donc je me sens vivant. Désirer, c'est glisser fort sur le toboggan. Plus fort, plus intense. Plus vous allez fort, plus vous sentez la vie passer, plus vous allez vers la mort. Je m'abandonne toujours à la mort. Mais je peux freiner plus ou moins, ce que Kant n'a pas vu. Kant n'a pas vu qu'il y avait des formules en fonction des individus. Le désir est un chemin qui me mène à la jouissance. À la rigueur, celui qui est un être de désir, qui adore glisser sur le toboggan, dès le matin, moi je me prends mon toboggan et flan, et même la nuit, flan. Eh bien, quelque part, il préfère presque désirer avoir l'objet de sa jouissance. Quelque part, on a beaucoup pleurniché sur Don Juan. Oh, Don Juan, le méchant, il séduit, puis quand la nana lui tombe dans les bras en disant « embrassez-moi », bah, parce que pour Don Juan, juste le désir. Le désir est une jouissance. C'est le paradoxe du temps du désir. C'est un temps où le désir, le chemin vers la jouissance, est lui-même une jouissance. Comment nous avons réussi à oublier ce temps du désir-là? Car je pense que plus ou moins les jeunes générations, je crois vraiment qu'il y a un gap générationnel, mais c'est un autre débat, je pense que les trentenaires, à partir des trentenaires, ce temps-là est tombé dans le temps du besoin. Qu'est-ce que c'est le temps du besoin? Ce qui m'éloigne de l'objet de la jouissance est une entrave. Mais pas une entrave comme ce slogan, quelque chose qui m'empêche, que je dois annihiler, que je dois tuer. Je dois tuer le désir pour avoir tout de suite la jouissance. C'est le temps de la consommation. C'est le temps du salariat. C'est le temps qui me fait dire « Bordel, pourquoi je ne suis pas déjà à la jouissance? Il faut que je me coltine le chemin vers la jouissance. » Et ce chemin-là, j'en suis allergique. On nous a tous rendus allergiques au désir. Le désir est devenu quelque chose d'urticant, quelque chose de révulsant. Nous voulons la jouissance sans passer par le désir. Nous voulons le trésor sans passer par la carte au trésor, qui peut être une carte très savoureuse. Et donc, dans ce cheminement-là, vers l'objet du désir, nous découvrons que le temps du besoin, où nous ne construisons pas le temps, est le temps qui est fait pour nous. On nous balise le chemin, on nous donne l'objet du désir, on nous le promet. Et quand nous ne l'avons pas, nous poussons un cri de scandale, nous nous scandalisons.
Comment? Je ne l'ai pas déjà, je ne l'ai pas encore. Comment? Il faut attendre encore. Comment? La belle fille que j'ai vue sur Internet ne me tombe pas dans les bras au bout du deuxième rendez-vous, mais ce n'est pas ce qui était prévu. Comment? Je dois attendre pour avoir l'objet. Oui, bah oui, si c'est un objet humain, il faut déjà que tu demandes à la personne. Il faut déjà qu'il se passe une aventure humaine entre elle et toi. Il faut déjà que tu la rencontres. Il faut déjà que tu lui parles. Ah, mais oui, mais j'ose pas. Ah oui, t'oses pas, mais il faut que tu lui parles. Tu la désires, mais ça, c'est l'horizon. D'abord, oui, mais dans les films porno, je clique et elle se donne tout de suite. Ah oui. Vous savez qu'on dresse nos enfants à ça. Hein. Attendez encore 20 ans. Il faut faire un peu de prospective en philosophie. Un enfant sur 2 à 11 ans, film porno. Attendez 20 ans quand cette école magique, hein, je désire que je clique, j'ai. C'est ça l'amour qu'on donne. Hein. On est tous responsables. Hein. Arrêtez de dire que moi, non. Nous sommes dans un tout politique et nous sommes responsables de ce que nous donnons aux enfants. Nous donnons cette vision-là de la sexualité puisque nous n'en donnons aucune alternative. Il n'y a aucune alternative, aucune éducation sexuelle, et je ne sais pas comment chacun se débrouille, mais ce serait bien peut-être de thésauriser un peu la débrouillardise et de faire en sorte qu'on propose notre vision du monde. Parce que cette vision-là, je ne la critique même pas au niveau du masculin et du féminin, femme esclave, ce n'est même pas ma critique, c'est juste qu'on nie le désir. Or, vous savez très bien ce qu'il en est, je l'espère. Ce qui est intéressant, c'est aussi le désir. Et ce qui a du sens, c'est l'histoire que vous tissez avec quelqu'un pour arriver au crack-boom-u. Si vous avez le crack-boom-u sans l'histoire qui va avec, mais c'est de la gymnastique d'organes. Mais franchement, la glisse, elle est très petite. Vous allez peut-être glisser un peu, parce que, bon, en tout cas, les hommes, hein, vous allez accéder, mais ça va être ça. Alors qu'une histoire sensuelle peut être une glisse, mais vertigineuse de vie. Une histoire amoureuse. Une histoire où on tisse des liens. Aujourd'hui, on ne veut pas tisser des liens. Les liens sont vécus comme des entraves qui nous empêchent l'obtention du miam-miam, de la carotte, du désir, du plaisir, je veux dire. Tout ce qui nous éloigne du plaisir est ennemi. Voilà le problème. Et donc, nous oublions le temps que nous sécrétons nous-mêmes. Car, qu'est-ce que c'est produire le temps? C'est sécréter une temporalité où le désir peut s'insérer. Et donc, c'est pouvoir avoir une capacité à goûter la vie. Les philosophes qui m'ont inspiré, il y a Alain Badiou, bien décrié aujourd'hui, dans un entretien à l'Humanité du 6 novembre 2007. Il définit le courage. Le courage comme la capacité de tenir un point. Tout est fuyant, tout s'accélère, tout est vertigineux. À un moment, je tiens un point et j'y reste. Quoi, tu restes là? Quoi? À vous d'inventer ce que c'est ce point tenu. Une maison fixe, une décision fixe, une attitude existentielle fixe. Je tiens un point. Et en tenant un point, je m'aperçois que dans le toboggan de la vie, le toboggan continue de défiler. Je m'aperçois qu'on ne peut pas freiner sur le toboggan, c'est une illusion d'optique. Mais en tenant un point ferme, en refusant cette accélération du temps, je m'aperçois que tout défile. Et donc ce que dit Badiou est formidable, non seulement sur le moment, tenir un point, mais dans la durée. Tenir un point dans la durée. C'est la question du temps. Nous sommes contraints à un temps découpé, discontinu, dispersé, dans lequel la rapidité est un élément majeur. Ce temps n'est pas le temps du projet, ce que j'appelle le temps du désir, mais c'est le temps de la consommation, du salariat. Le courage, j'adore mettre le mot courage là-dedans, le courage de ce désir et de la temporalité. Le courage, dit Alain Badiou, pourrait consister à essayer d'imposer une autre temporalité, à tenir des points, contre vents et marées, dans une durée qui ne dépendra pas des critères de succès ou d'échec imposés par le modèle de société libérale. Et tout d'un coup, avec Badiou, la psychologie, au revoir, nous sommes dans une réflexion politique, et c'est ça qui est intéressant. Tenir des points est une posture existentielle, mais aussi une posture politique. Et en plus, c'est bien, parce que quand vous tenez un point, les autres vous voient tenir le point, et donc vous êtes capable d'enthousiasmer d'autres, d'insuffler votre vision beaucoup plus que par des prospectus que l'on donne ou des conseils que l'on donne aux amis. Excellente définition. J'insiste sur la notion de temps réel. Vous savez, on parle d'infos en temps réel. On a peu réfléchi sur cette notion de temps réel, comme si le temps pouvait être irréel. Nous sommes tellement dans un temps irréel aujourd'hui, tout est irréel, tout peut s'obtenir, les émissions se lisent de façon déconnectée à la diffusion, etc., que finalement on doit souligner quand le temps est réel. Comme si c'était tout d'un coup une sorte de petite échappée de vérité, c'est souvent le match de foot ou le débat politique à la mode, petite échappée de là, attention, hein, c'est le temps réel. On doit te le préciser parce que tu ne vis pas du tout dans le temps réel. Tu vis dans un temps qu'on te construit et puis on te met dedans et puis le bac à sable et voilà, quoi, étape par étape, voilà. Non, mais là c'est du temps réel. Le match de foot, ça sera du temps réel. On ne peut pas prévoir. Et tout d'un coup, quoi? Tout d'un coup, il y a de l'aventure, il y a de l'improvisation. L'improvisation, l'aventure, la capacité de sécréter sa propre temporalité qu'Alain Badiou nomme le courage. C'est véritablement cela, le courage de vivre.
le courage d'inventer d'autres temporalités que les temporalités imposées, c'est-à-dire le courage de vivre en temps réel. Vivre en temps réel, en dehors du match de foot. Être dans le temps réel, le temps qui glisse et qui va vers le bac à sable. Alors, dans le même ordre d'idées, un penseur intéressant, c'est Pierre Bourdieu, qu'on a beaucoup décrié dans ses réflexions politiques, etc. Mais il dit quelque chose d'extraordinaire par rapport aux artistes dans la règle de l'art. Il montre que les artistes n'ont de cesse, évidemment, d'être dans le temps du désir, de créer leur propre temporalité, mais aussi de vouloir rendre has-been les autres. L'avant-garde en art, dire je vais être de mon temps, faire avancer mon temps, faire date. Faire date en art, c'est rendre périmés ceux qui m'ont suivi. Et nous sommes tous capables, comme les artistes, de faire date. Voilà ce que dit Pierre Bourdieu. Il parle du vieillissement des auteurs. Certains auteurs semblent vieillis, d'autres semblent plus modernes. Et il dit, faire date, c'est inséparablement faire exister une nouvelle position, comme tenir un point. Faire exister une nouvelle position au-delà des positions établies, en avant de ces positions, en avant-garde, et en introduisant la différence. Il y a moi et il y a ce qu'il y avait avant moi, faire date, il y a moi et il y a ce qu'il y avait avant, je fais date. Je crée une différence dans le continuum de la temporalité anonyme. En introduisant la différence, produire le temps. Faire date, c'est produire du temps puisqu'il y a un avant moi et un après moi. Pourquoi on ne pourrait pas appliquer ça aux relations amoureuses? Il y a un avant toi et il y a un après toi. Il y a un avant ce voyage et un après ce voyage. Il y a un avant cette journée et un après cette journée. Que chaque journée puisse faire date dans votre vie. Ça rejoint le mot d'Hervé Bazin dans Qui j'ose aimer, qui dit « Le temps se mit à passer, à passer. C'est une chose singulière que l'essentiel d'une vie puisse parfois tenir en si peu de jours et qu'il faille ensuite des mois et des mois pour rencontrer de nouveau une date émergeant du petit courant des habitudes. » On le vit comme ça, la vie. Combien de dates cette année, mes amis? Combien de dates qui comptent cette année? Très peu. Faire date de chaque jour, c'était la maxime stoïcienne. Elle est, à mon sens, à réhabiliter, même si elle demande un certain courage. Dans le faire date, dans ce rapport au temps que l'on crée, Serge Danet, qui était critique à Libération dans le cinéma, grand ami de Gilles Deleuze, racontait son admiration pour les McEnroe, les Lendl, tous ces grands du tennis. Et il disait une chose très... Borg, Connors, Borg. Hein, on les regardait, pour ceux qui connaissaient, il se passait un truc temporel. Ils créaient du temps. Ils étaient dans un temps construit. Et il dit, Serge Danet, ceux-là, finalement, sont comme le cinéma. Pour lui, le cinéma sert à fabriquer du temps. Le cinéma est une fabrique du temps. On invente des temporalités différentes. Alors, je ne parle pas du cinéma qui nous impose sa temporalité, et puis on est dans un continuum harassant. Je parle d'un vrai cinéma qui est une construction du temps. Et si ce plan-là, on va l'allonger, on va le réduire, et on voit la vie à travers une temporalité différente. Et donc, on est à l'école du temps. Et il dit, c'est pareil pour le tennis. Borg, McEnroe, Lendl, Connors, ils surdistillaient le temps. Ils donnent des leçons de voir à une génération entière. Des leçons de voir. On regarde du tennis et on apprend à voir, comme au cinéma, des temporalités différentes. C'est ce qui c'est devant nous. Le temps, dit Henri de Régnier, est une illusion, car il y a des matins où nous nous réveillons avec un siècle de plus. J'aime beaucoup cette phrase. Le temps est une illusion, car il y a des matins où nous nous réveillons avec un siècle de plus. Nous l'avons tous vécu. Donc, tout ça pour vous dire que si nous sommes capables d'ajouter tout d'un coup un siècle de plus à un matin parce que nous avons traversé une crise, parce que des choses se sont accélérées et que la glissade de ces derniers jours nous a amené à un autre point que nous étions la veille, nous sommes capables de sécréter notre propre temporalité. Et de fait, je pense que freiner sur le toboggan est une pure illusion. Et cette illusion de la vitesse est fondamentalement antidémocratique. Je pense véritablement que la démocratie, je rejoins Paul Virilio là-dessus, tout ça c'est des auteurs à lire, à méditer, qui ont nourri ma réflexion. Paul Virilio nous explique que la vitesse absolue est le contraire de la démocratie. Parce que la démocratie c'est quoi? C'est aller vers les autres, prendre le temps du partage, de l'écoute, de la discussion, prendre le temps de la digestion de la discussion, de la rediscussion de la discussion. C'est un temps de rencontre, de réflexion, prendre le temps de la réflexion pour voter en son âme et conscience. Mais quand il n'y a plus de temps à partager, avec cette fatalité de l'accélération, il n'y a plus de démocratie possible. Vous voyez bien, cette connexion du temps du désir, et on sort complètement de la psychologie, est un temps de la démocratie, de la rencontre avec l'autre véritablement. Et finalement, dire nous créons le temps, c'est se devenir, montrer finalement une poésie. Si on veut, c'est le mix, vous voulez le mix entre la psychologie et la politique, moi je l'appellerais la poésie, ou la philosophie même.
c'est-à-dire la capacité d'être le mécanicien du temps, d'être celui qui va sécréter des temporalités nouvelles. Et pour ça, il y a un grand penseur pour moi, Erich Fromm, F-R-O-2-M, que vous connaissez peut-être, et qui dit finalement que dans l'être humain, cette temporalité vécue, cette glisse sur le toboggan, reste en lui-même. Nous ne fuyons pas des points A, B, C, D, E, F. Nous les prenons avec nous. Finalement, si je dois filer la métaphore du toboggan, c'est comme nous enroulons le toboggan en nous-mêmes au fur et à mesure de la glisse. Nous ne laissons rien derrière. Nous prenons tout avec nous, comme un tapis que l'on roulerait jusqu'au bac à sable. Et donc, finalement, c'est ce que dit Fromm magnifiquement, tout est en nous. Nous sommes le bébé de 6 mois, nous avons 18 ans et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, en même temps. Nous sommes ce que nous pourrions être dans 10 ans et même dans 20 ans. Formidable. Et il fait remonter aussi le tapis. C'est métaphysiquement très fort. Nous sommes ce que nous pourrions être dans 10 ans ou même dans 20 ans. C'est peut-être la question essentielle. Avons-nous une impulsion suffisante, suffisamment puissante pour développer le meilleur en nous? Est-ce que notre allant, notre désir est suffisamment puissant pour nous permettre de sécréter, de créer une temporalité qui nous permettrait cette capacité d'épanouissement. Et Fromm, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est extrêmement critique avec... Il a un regard, il est psychanalyste, hein, il est mort je crois en 1980, il a un regard extrêmement lucide sur la technocratie qui se met en place. Vous savez, c'est ce grand diktat qui nous dit « ne t'occupe pas de ton temps, on s'en occupe, ne crée pas du temps, c'est nous qui te l'imposons, et ne meurs et on s'occupe du reste ». Ça, c'est l'ennemi d'une temporalité véritablement vivante. Notre société, dit Erich Fromm, notre société est composée de gens notoirement malheureux, de gens solitaires, anxieux, déprimés, destructifs, c'est son mot, dépendants, hein, qui sont satisfaits de tuer le temps qu'ils ont eu tant de mal à épargner. Si ce n'est pas le plus beau paradoxe, satisfait de tuer le temps qu'on s'est pourtant efforcé à épargner, c'est véritablement le paradoxe pour moi de fin. Nous sommes obligés de changer. Nous ne pouvons pas continuer. Nous sommes arrivés en ce début du XXIe siècle au bout de l'exercice de la temporalité assignée, de la temporalité obligatoire, de la dépossession de notre création temporelle propre. Nous devons, me semble-t-il, prendre conscience qu'il en va de tout à chacun de recréer sa propre temporalité. Non pas pour l'imposer aux autres, « Ah, tu sais, à son contact, je suis dans un tourbillon, je ne peux pas me passer de lui, il me booste, j'ai besoin de son... » Non, pour trouver sa propre temporalité en fonction des besoins. Être en bonne santé, je disais, c'est tomber malade et pouvoir guérir. La vraie preuve de la santé est là. Bien dormir, c'est pouvoir avoir des nuits blanches et pouvoir retrouver le sommeil. Je pense que le bien-être et le véritable bonheur n'est pas de nier la mort, mais au contraire de pouvoir avoir des phases de déliquescence, des phases de crise, des phases de douleur. Nous sommes tous finis. Tous les êtres avec qui nous nous mélangeons vont disparaître. La douleur est promise. Plutôt que de chercher des subterfuges pour fuir cette douleur, prendre cette douleur comme une capacité de création temporelle. À chaque douleur que vous éprouvez, à chaque bonheur que vous éprouvez, vous êtes dans une subversion du temps imposé. Tout d'un coup, vous vous réappropriez votre temps. Et nous sommes tellement peu habitués, encombrés du temps que tout d'un coup nous avons pour nous lors d'un deuil, lors d'une crise, que nous ne savons qu'en faire, nous n'avons qu'une seule satisfaction, c'est de dépenser ce temps que nous avons réussi à avoir. Ce temps réel, on ne sait plus quoi en faire. Donc il va falloir être créatif et la philosophie est là pour nous aider, non pas en vous imposant des solutions, mais en vous faisant trouver vos propres solutions. Il va falloir réinventer une utilisation du temps réel. D'abord ouvrir une brèche dans le temps irréel, dénoncer le temps irréel, comprendre que le temps réel est un temps éminemment politique et ensuite savoir quoi faire de ce temps réel, c'est-à-dire redevenir les créateurs de notre propre temporalité. Je vous remercie.